Bienvenue aux rencontres de la plateforme des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous accueillons Manuela Brousset, directrice adjointe de la délégation Atlantique Dordogne de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, pour discuter de l'eau en contexte de changement climatique. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à Manuela. Sois la bienvenue, chère Manuela, pour cette 14e rencontre de la plateforme. Merci. Comme d'habitude, je commence par une petite présentation de notre intervenant, notre expert, notre réalisateur qu'on essaye de faire venir du bassin, Adour-Garonne en général, du Grand Sud-Ouest. Manuela, tu es ingénieur agronome de formation. Alors, ingénieur agronome, moi j'aime beaucoup cette corporation des ingénieurs agronomes, dont je fais partie moi-même. Bien que ce soit une corporation qui a largement contribué à démolir la maison commune, avec en particulier les recherches de productivité depuis la révolution agricole. Mais en réalité, maintenant, je la vois plutôt comme une corporation qui est une grande contributrice à la réparation, à la transition, à l'adaptation, et en particulier dans les domaines agricoles et ruraux, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous t'avons invité aujourd'hui, puisque tu vas nous parler de réparation, de dommages et de réparation. Voilà, Manuela, on peut dire que tu es une experte du monde de l'eau, dans lequel tu as mené toute ta carrière. Tu as commencé dans le petit cycle de l'eau à l'agence de l'eau Rameuse, si je ne m'abuse, puis tu as atterri pour 5 ans sur le bassin de la Boutonne. Voilà, tu as eu les pieds sur le terrain, vraiment. Et là, tu y animais le syndicat mixte de la Boutonne et surtout le sage Boutonne, ce qui n'est pas rien. D'animer un stage, c'est pas forcément très simple. L'agence de l'eau t'a ensuite débauché pour te confier le suivi de la ressource en eau et des milieux aquatiques pendant 10 ans à l'unité territoriale de Bordeaux. Voilà, c'est à ce moment-là, nous étions collègues. Et là, tu étais sur le territoire de la Charente encore. Tu as réussi le concours des travaux publics de l'État en 2019. Et depuis le Covid, tu es coordonnatrice territoriale du bassin de la Charente. Voilà, donc c'est toi qui animes toutes les institutions qui ont des approches territoriales sur ce bassin. Et enfin, depuis peu, tu assumes le rôle de bras droit de Nicolas Hilbert, hein, le délégué régional de l'Agence de l'eau à Bordeaux. On peut dire donc que tu connais bien l'eau, mais j'ajouterais, ça m'a fait plaisir de le dire, j'ajouterais que l'eau te connaît également. Tu es bretonne, de Bretagne, tu es né à Saint-Malo. Ça fait Manuela de Saint-Malo, c'est encore mieux que Brice de Nice. Et tu as passé tes vacances sur des optimistes, sur des Cadevins, sur des caravelles, sur des Ovicat en Bretagne. Donc tu es vraiment dans ton élément quand on parle d'eau. Optimiste, on peut dire que tu l'es, puisqu'aujourd'hui tu vas nous parler des perturbations qu'ont subies nos rivières depuis l'après-guerre, mais tu vas également nous parler des pistes de solutions qui s'offrent à nous pour restaurer leur bon fonctionnement. Donc Manuela, je te donne la parole avec beaucoup d'attention et auparavant je propose aux participants, là, pour le moment on a déjà 55 participants, aux participants déjà connectés de poser leurs questions au fur et à mesure de ta présentation sur le fil de discussion, donc ça s'appelle conversation. Hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser avant la fin de la présentation, comme ça on aura eu le temps d'en prendre connaissance et puis de les ordonner éventuellement pour les poser à Manuela dans 25 minutes. Donc Manuela, à toi la parole. Merci Benoît. Hop, du coup, j'en profite, je partage mon diaporama. Hop là, voilà. Donc je pense que c'est bon. Alors du coup, ouais, donc moi aujourd'hui, je vais vous parler en effet de l'histoire et des impacts des aménagements, de l'aménagement du territoire au sens large sur le cycle de l'eau. Donc je vais faire ma présentation en 3 parties. Je vais commencer par vous raconter un petit peu une histoire sur comment est-ce que les paysages ont été façonnés par les politiques à la fois nationales et européennes, et prendre l'exemple, comme tu le disais Benoît, du bassin de la Boutonne que je connais bien. Et dans un second temps, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet sur vraiment les aménagements du territoire et leurs impacts sur le cycle de l'eau, pour terminer par l'optimisme et les pistes de solutions qu'on commence déjà à mettre en place et qui sont à développer pour le futur.
Donc je vais commencer par vous raconter une histoire alors, qui est basée sur un rapport qui a été fait dans le cadre d'un travail entre AgroParisTech et la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine, un rapport de Hélène Roux. À la fin de mon diaporama, j'ai fait une petite diapo où j'ai remis quelques liens vers des références, dont ce rapport qui est particulièrement intéressant. Hop là. Donc, la petite histoire que je vais vous raconter, elle commence en effet au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, où l'état du pays, où les grands principes, les grands enjeux à ce moment-là, c'était de produire des denrées, des produits et de la production agricole pour assurer et garantir la souveraineté alimentaire au niveau national. Donc on arrive dans les années à peu près les années 50. À ce moment-là, il y a des tracteurs, il y a tout ce qui est machinisme agricole qui commence à se développer. Et sur le bassin de la Boutonne, à l'époque, on était globalement de la polyculture élevage, avec beaucoup de prairies permanentes sur le territoire. Et avec l'arrivée de ce machinisme agricole, on a commencé à avoir des retournements de prairies, avec la mise en place de prairies temporaires, notamment, qui étaient des prairies qui étaient semées, en fait, qui permettaient d'avoir donc plus de rendement, qui étaient plus rentables pour produire du fourrage, pour alimenter les élevages. Donc on commence déjà à voir, avec l'arrivée de ce machinisme agricole, une transformation un petit peu du territoire, alors qui commence à se faire vraiment pas à pas, donc dans les années 50. On arrive après dans les années 70, où là, on a un peu une deuxième révolution avec l'arrivée de la PAC, avec l'arrivée de nouveaux outils, de nouveaux engins, du matériel qui était encore plus cher, avec aussi l'arrivée de la chimie. Donc quand on dit chimie, c'est tout ce qui est engrais, pesticides. Et donc l'arrivée de ces nouveaux outils a conduit les exploitations agricoles sur le bassin de la Boutonne à se spécialiser, notamment pour pouvoir rentabiliser les investissements qui étaient faits. Et donc du coup, on a commencé à avoir des spécialisations d'exploitation agricole, soit plutôt vers des grandes cultures, soit plutôt vers de l'élevage. Alors sur le bassin de la Boutonne, à l'époque, on était sur de l'élevage plutôt laitier à ce moment-là. L'arrivée de la chimie et des pesticides, ça a conduit à commencer déjà à diminuer un peu la diversification des cultures plantées sur le bassin, parce qu'en fait, quand on a beaucoup de cultures diversifiées sur un territoire, c'est en grande partie pour éviter d'avoir les mauvaises herbes qui poussent quand on a la même culture qui revient d'année en année. Donc, avec les pesticides, on a moins ce besoin de diversifier les productions, donc on commence à voir aussi cette évolution là sur le territoire. On commence à voir aussi des premiers remembrements. On commence à voir les premiers drainages qui arrivent sur les parcelles pour réussir à cultiver plus de parcelles plus longtemps dans l'année. Et donc également avec les remembrements, avoir des parcelles qui sont plus grandes pour pouvoir utiliser ces nouveaux engins qui sont aussi plus larges et qui ont besoin de plus d'espace. Donc là, on arrive fin des années 70, on commence à arriver dans les années 80, 84, il y a la crise laitière. Donc forcément, sur des territoires spécialisés en élevage laitier, ça a des impacts importants. Et donc, on commence à avoir, là encore, une évolution avec des élevages laitiers qui commencent à passer plutôt sur des élevages bovins-viande. On commence à ce moment-là également à avoir le développement de l'irrigation, avec des forages qui commencent à être faits un petit peu partout sur le territoire de la Boutonne. Et donc le développement un petit peu de l'irrigation. On continue à avoir des drainages sur le bassin qui permettent, là encore, toujours de continuer à augmenter un peu les parcelles cultivables et cultivables plus longtemps dans l'année. Si on continue un peu notre frise chronologique, on arrive dans les années 90. Là, on a l'ouverture des prix, enfin sur les marchés mondiaux, avec les prix des céréales, notamment les prix agricoles. On a l'arrivée des aides de la PAC qui sont là pour garantir justement les prix aux agriculteurs. Et surtout, on a aussi l'arrivée à ce moment-là, au niveau de la PAC, des primes à l'irrigation. C'est-à-dire que pour une même culture, un agriculteur va toucher plus à l'hectare en prime si jamais cette culture-là est irriguée. Donc ça, c'est une politique publique forte qui a été mise en place pour développer l'irrigation, toujours dans l'optique d'augmenter les productions, de garantir la souveraineté alimentaire. Et donc à ce moment-là, on voit fleurir les investissements dans le matériel agricole, d'irrigation notamment, avec le développement des cultures irriguées. Alors notamment sur le bassin de la Boutonne, on avait le maïs et le pois irrigués. Et donc encore une spécialisation des exploitations agricoles en fonction des investissements qu'elles pouvaient faire. On continue notre voyage dans le temps, on arrive dans les années 2000, 2010.
On fait face à des volatilités des prix des céréales très importantes. On commence à avoir des premières contraintes sur l'irrigation parce que les années 2003-2005, il y a des sécheresses importantes. Voilà, il commence à y avoir un peu un retour en arrière sur un certain nombre de choses. On commence aussi à avoir des problématiques liées aux pesticides. Donc du coup, une moindre utilisation de pesticides et on commence à revenir un petit peu vers une diversification des assolements, des cultures, des plantes cultivées. Par rapport aux problématiques économiques, on commence aussi à avoir des réflexions sur les filières à forte valeur ajoutée qui permettent de ramener, de sécuriser d'un point de vue économique les exploitations agricoles. Voilà, donc on commence à voir que l'angle par rapport au développement agricole commence à changer un petit peu dans ces années-là. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête avec ce panorama-là, en fait, c'est que l'image actuelle de l'agriculture sur un territoire, donc là, par exemple, sur le territoire de la Boutonne, c'est la résultante, alors en tout ou partie, hein, de la mise en œuvre des politiques publiques passées. On voit que en fonction de l'arrivée, soit de la mise en place des primes à l'irrigation, l'arrivée de la chimie, l'arrivée du machinisme agricole, voilà, on a des évolutions sur les territoires qui sont complètement liées en fait à ces phénomènes, à ces événements, soit nationaux, soit carrément même européens, et que voilà, on a ce lien direct entre évolution et contexte agricole d'un territoire et politique publique passée. Il y a ce lien très fort qui est bien à avoir en tête. Donc ça, c'est par rapport aux exploitations agricoles, au paysage agricole d'un territoire. Et il en va de même, il y a un lien très fort avec les aménagements du territoire. On a commencé à parler un peu drainage, remembrement, avec des objectifs de mise en culture de parcelles. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est vraiment très lié à des politiques publiques passées et donc qui ont été guidées par des grands objectifs au niveau national. Donc voilà un peu pour la petite histoire racontée un peu sur une frise chronologique. Si on rentre maintenant dans le détail de ces principes et puis des aménagements et des impacts de ces aménagements sur le cycle de l'eau. Alors, donc on va traiter trois sujets. Impact de tout ce qui est drainage, remembrement et travaux sur les cours d'eau. On va faire un package avec ça. Ensuite, on parlera de l'impact quand on a des sols qui sont nus, notamment en hiver, voir un peu quels impacts ça peut avoir sur le cycle de l'eau. Et après, on passera un peu en ville avec la question de l'imperméabilisation du sol. Donc, si on fait le point sur le drainage, le remembrement et les travaux sur les cours d'eau. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Ces aménagements-là sont directement liés à des politiques publiques d'aménagement du territoire qui ont été mises en place avec un objectif d'améliorer, d'augmenter les rendements, d'augmenter les productions agricoles. Alors, si on reprend un petit peu des définitions, donc le drainage, en fait, c'est l'évacuation de l'eau quand on a un excès d'eau sur un sol qui est trop humide. Et ce drainage, cette évacuation de l'eau, elle peut être faite soit à partir de drains, de réseaux de drains ou de réseaux de fossés, soit au niveau des parcelles, soit en bordure de parcelles. Le, les cours d'eau, on va le voir juste après, les cours d'eau peuvent aussi être utilisés comme des drains selon comment quels travaux on fait sur ces cours d'eau-là, mais ils servent aussi à évacuer l'eau des parcelles. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé le drainage? Tout simplement parce qu'en fait, en évacuant l'eau du sol superficiel des parcelles, ça permet aux plantes d'avoir un meilleur enracinement, donc une meilleure productivité, et ça rend des parcelles qui étaient hydromorphes, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'eau et sur lesquelles on ne pouvait pas cultiver, ça rend ces parcelles cultivables, soit des parcelles qui ne l'étaient jamais et donc ça les rend cultivables, soit ça rend des parcelles cultivables sur une plus grande partie de l'année, quand elles étaient par exemple inondées, soit à l'automne, soit au printemps. Là, du coup, le fait de les drainer, ça permet d'augmenter les rendements sur ces territoires-là. Donc, le drainage accélère l'évacuation de l'eau des sols, ça c'est la définition, c'est le but même du drainage. Mais ça n'accélère pas que l'évacuation de l'eau, ça accélère également les transferts de polluants vers la rivière qui sont directement emmenés par l'eau qui est présente dans les sols. Et un autre principe du drainage, et on va le voir tout au long de la présentation, ces aménagements-là réduisent fortement aussi l'infiltration de l'eau. Donc en gros, l'eau, elle n'est plus infiltrée dans le sol, elle est évacuée le plus vite possible. Donc ça, c'est le principe du drainage. Le remembrement maintenant. Donc, tout ça, ce sont des types d'aménagements qui ont été mis en place depuis des années. On a vu 50, 60, surtout 70, 80, 90.
Le remembrement, donc c'est une politique de modernisation agricole qui consiste en fait à redistribuer les parcelles agricoles pour les regrouper et les agrandir. Donc le principe même d'un remembrement, c'est un agrandissement des parcelles, et c'était lié notamment tout au long, notamment de l'arrivée des machines, du machinisme agricole, donc il y avait des machines toujours plus grandes et qui pouvaient permettre de passer sur des parcelles beaucoup plus grandes. En même temps que les remembrements, il y a eu ce qu'on a appelé des travaux connexes au remembrement, qui ont, la plupart du temps, enlevé, ôté des éléments du paysage et notamment les haies. Là, c'est pareil, c'était pour améliorer, pour faciliter l'exploitation de certaines parcelles, et donc le fait de retirer des haies, ça a réduit l'infiltration de l'eau, là encore, et augmenté le ruissellement. On est toujours sur les mêmes principes, sur les mêmes conséquences. Également, autres travaux connexes au remembrement, au-delà de la question des haies, il y a donc la création de fossés pour évacuer l'eau, et aussi des travaux sur les cours d'eau. Donc, travaux sur les cours d'eau, nous y venons. Quel type de travaux ont été faits dans ces mêmes années-là? Il y a eu des travaux de rectification. Donc, rectification, en gros, un cours d'eau, naturellement, il méandre, il fait des méandres. Et donc, quand il méandre, bah, l'eau, elle met un certain temps pour aller d'un point A à un point B. Avec notre objectif d'évacuer l'eau le plus rapidement possible, et ben, on va rectifier le cours d'eau. Donc le rectifier, ça veut dire qu'on va couper les méandres, et donc pour aller d'un point A à un point B, quand il faisait par exemple 30 km avec les méandres, et ben, il va en faire plus que 20 ou 25 quand on va couper les méandres. Donc l'eau va s'évacuer plus rapidement. Donc ça, ce sont les travaux de rectification des cours d'eau. Et il y a aussi eu des travaux de recalibrage des cours d'eau. Donc recalibrage, le calibre d'un cours d'eau, en fait, c'est globalement, pour schématiser, c'est la forme du lit. Donc on a élargi les lits des cours d'eau et on les a approfondis. Donc là, c'est pareil, exactement les mêmes objectifs, d'évacuer l'eau le plus vite possible, le plus d'eau possible, le plus vite possible. Un des problèmes, c'est que la fonction d'auto-épuration des cours d'eau a été perdue du fait de cette évacuation trop rapide. Et donc, les cours d'eau sur les secteurs qui ont été largement retravaillés dans ces conditions-là, en fait, ils faisaient office de drain le long des parcelles. On a même dans certains remembrements, quand un cours d'eau coupé au milieu d'une parcelle, bah, pour pouvoir travailler la parcelle, le cours d'eau il a été mis à angle droit autour de la parcelle pour plus poser de problème au moment du travail sur la parcelle. Donc voilà, donc les cours d'eau étaient vraiment considérés comme des réseaux pour évacuer l'eau. Donc tout ça fait que bah, nos objectifs, c'est toujours les mêmes, évacuer l'eau le plus vite possible pour pouvoir mettre en culture le plus de parcelles possible et donc produire le plus possible. Ça, c'est vrai en milieu rural. C'est aussi vrai, ces objectifs étaient aussi les mêmes en ville avec l'urbanisation, où l'idée c'était d'urbaniser le plus possible et donc d'évacuer l'eau pour pouvoir urbaniser aussi en ville. Tous ces impacts-là, donc ils sont liés à ces aménagements-là, mais quand on voit les effets du changement climatique, en fait, les impacts sont exacerbés à chaque fois par les effets du changement climatique qu'on connaît depuis un certain nombre d'années et qui vont aller en s'amplifiant. Par rapport au changement climatique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a deux moteurs majeurs dans les impacts du changement climatique. C'est d'une part l'augmentation des températures. Donc, qui dit augmentation de température dit augmentation de l'évaporation. Donc, on a l'eau qui s'évapore, en gros, qui part toute seule, qui s'évapore beaucoup plus vite. Et donc, un même niveau de pluie aura une recharge moins efficace juste à cause de cette augmentation de température. Le deuxième moteur, c'est l'augmentation du nombre de jours sans pluie. C'est-à-dire que on va avoir des phénomènes de pluie qui vont être plus intenses. Donc, la quantité d'eau qui va tomber potentiellement risque d'être à peu près la même. Bon, tous les modèles ne donnent pas exactement les mêmes conclusions, mais dans les grandes masses, on aura globalement autant de quantité d'eau qui va tomber. Par contre, l'eau va tomber beaucoup plus forte d'un coup et on aura des périodes sans pluie beaucoup plus longues. Et donc tout ça, ça va avoir l'augmentation de la température va avoir un effet de majoration sur l'évaporation et l'augmentation du nombre de jours sans pluie et l'arrivée plus rapide des pluies beaucoup plus intenses, ça va avoir un effet d'augmentation du ruissellement et donc moindre infiltration de l'eau dans les sols. Donc tout ça combiné entre les impacts du changement climatique, les travaux qui ont été faits sur les bassins versants, tout ça converge vers les mêmes objectifs de dire on infiltre moins et on évacue, ça ruisselle plus, on évacue plus l'eau. Sur le bassin de la Charente, il y a une année qui est assez intéressante. Alors de mémoire, c'était l'année 2021-2022, où en fait on est passé au printemps d'une période où on avait des débits dans les cours d'eau qui étaient caractéristiques d'années très humides,
à moins d'un mois après, des débits dans les cours d'eau qui étaient caractéristiques d'années très très sèches. Et en fait, pendant ce mois-là, on n'a pas du tout eu de pluie. Ce qui fait que on avait des bassins, des débits, des cours d'eau qui étaient avec des très forts débits, et on arrivait sur des débits typiques de sécheresse en moins d'un mois, juste parce qu'il n'a pas plu sur ces territoires-là. Et donc, tous les travaux qui avaient été mis en place dans le passé, avec l'objectif d'évacuer l'eau, et ben, on se rend compte que ça a très bien fonctionné, puisque l'eau, effectivement, s'évacue très rapidement et que le bassin se vidange très très vite, en fait. Donc ça, c'était pour tout ce qui était aménagement. Si on fait un petit focus maintenant sur d'autres types d'aménagement ou de pratiques, on va dire, agricoles, si on parle des sols nus en hiver, donc là, il y a une petite animation. Donc je vais vous demander de regarder juste la partie droite de l'animation dans un premier temps, puis tout à l'heure, on regardera sur la partie gauche. Hop là. Donc là, ça schématise. Alors, c'est extrêmement schématique, hein, ça schématise une pluie sur un territoire qui est très peu couvert, où il y a très peu de couverture des sols. On se rend compte que la pluie, elle s'infiltre très peu dans le sol et après dans le sous-sol, et qu'elle est beaucoup, elle ruisselle beaucoup vers le cours d'eau. Donc on a, au moment d'une pluie forte, on a le niveau du cours d'eau qui va monter d'un coup, dans lequel on va avoir beaucoup de matière en suspension qui va être entraînée par l'eau de ruissellement. Avec cette matière en suspension, on a aussi potentiellement tous les polluants qui peuvent arriver aussi. Et donc, on va avoir un effet des cours d'eau le débit va monter et puis va rebaisser très rapidement, et on va avoir une infiltration qui va être très faible sur des territoires où on a des sols nus. J'en dis pas plus, je passerai tout à l'heure sur la partie où on a découvert et comment est-ce que ça peut réagir dans d'autres situations. Et le dernier impact dont je voulais parler, c'était l'imperméabilisation en ville. Donc là, on a parlé plutôt en secteur rural. En ville, c'est exactement les mêmes principes, alors pas avec les mêmes aménagements, mais le principe reste exactement le même. Quand on a par exemple des fortes précipitations en ville, quand on est sur du tout tuyau, c'est-à-dire que les réseaux d'eau usée, enfin l'eau pluviale, tout part en tuyau. Quand on a une forte pluie, il peut y avoir une saturation des réseaux, notamment des réseaux d'eau usée dans lesquels on a des eaux parasites qui arrivent, de l'eau pluviale qui arrive. Bref, on peut avoir des débordements de réseaux d'eau usée quand il y a des pluies très intenses, sachant que on l'a dit tout à l'heure, les pluies très intenses, c'est des choses qui risquent de se répéter de plus en plus souvent avec l'impact du changement climatique. Donc on a des risques de débordement des réseaux d'eau usée, bon, ce qui n'est pas forcément très, très sympa quand on est en ville, et on peut avoir aussi des risques une augmentation des phénomènes d'inondation. Et là encore, toujours les mêmes principes, on augmente le ruissellement, l'évacuation de l'eau, et on réduit l'infiltration dans le sol et dans le sous-sol. Donc voilà. Donc ces sujets-là sont vraiment que ce soit en ville ou en milieu rural, on a les mêmes principes avec les mêmes conséquences. Alors, maintenant qu'on a identifié ces éléments, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes de solutions donc l'objectif par le passé, avec les politiques publiques qui ont été mises en place, on l'a bien vu, c'était d'évacuer l'eau le plus vite possible pour pouvoir utiliser les terres pour produire. On se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à une situation d'impasse où effectivement, tout ce qu'on a fait, ça a très très bien fonctionné, sans doute peut-être un petit peu trop, et aujourd'hui, on en arrive à dire, bah, maintenant, entre ces aménagements en plus les impacts du changement climatique, il faudrait voir à essayer de retenir l'eau le plus possible sur les bassins, sur les territoires, parce que l'eau, on en a besoin, et on en aura encore plus besoin demain, et donc voir comment on peut faire pour retenir l'eau sur nos territoires. Et donc, on va voir ça à travers les mêmes exemples que tout à l'heure, mais sous l'angle piste de solution à apporter. Alors, donc là, on revoit le petit graphe de tout à l'heure. Donc là, cette fois-ci, vous allez regarder sur le côté gauche du graphe, donc où on a un côté gauche avec une grande diversification de couverts végétaux, donc à la fois des cultures, des prairies, des arbres, des haies. Et donc on voit que quand il pleut, l'eau s'infiltre beaucoup plus, notamment grâce aux systèmes racinaires qui sont très abondants et qui créent ce qu'on appelle de la microporosité. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros l'idée c'est que la couverture des sols permet à l'eau de s'infiltrer beaucoup plus dans les sols, voire même jusqu'aux nappes. Et on voit que donc on a un ruissellement jusqu'au cours d'eau qui est beaucoup plus faible. Donc ça tamponne en fait les différences de niveau dans le cours d'eau. Et on a une nappe qui alimente le cours d'eau, qui reste beaucoup plus au contact du cours d'eau.
Et donc, on a des effets sur le cycle de l'eau qui sont tamponnés, on va dire, grâce à cette couverture diversifiée des sols. Le projet Bagage, qui a été un projet de recherche conduit par l'INRAE notamment, a montré que la couverture des sols et la réduction du travail du sol permettaient d'augmenter la réserve en eau des sols, en gros tout ce qui est eau facilement mobilisable par les plantes, de 10 à 15%. Donc la couverture des sols, c'est vraiment un enjeu sur les territoires pour essayer d'une part de garder de l'eau et d'autre part que cette eau soit mieux valorisable, mieux utilisable par les plantes. Et donc on voit que grâce à ce genre de mise en place de pratiques, on atténue le ruissellement et donc on augmente aussi, ça nous permet aussi d'avoir un effet sur la qualité, parce que qui dit ruissellement dit aussi lessivage des nutriments et de tous les polluants vers le cours d'eau. Et là, ça permet d'améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols et donc d'augmenter le pouvoir auto-épurateur des sols et de tous les compartiments par lesquels l'eau va passer avant d'arriver dans les nappes, par exemple. Maintenant, si on reparle de nos travaux sur les cours d'eau, tout à l'heure, on disait les cours d'eau, ils ont été jusque dans les années 80, voire même 90, ils ont été rectifiés, recalibrés, donc ça veut dire qu'ils ont été mis tout droit, surcreusés, approfondis, élargis, etc. Depuis les années 2000, 2010, surtout, on a des syndicats de rivières. Donc, c'est des collectivités qui sont en charge de la compétence rivière, gestion des rivières, gestion des milieux aquatiques, même au sens large, qu'on appelle dans notre jargon les gémapiens, qui font un travail de titan pour restaurer ces cours d'eau et pour restaurer les zones humides. Donc, la restauration, c'est quoi? C'est de refaire des méandres là où on peut, de recréer des zones humides là où c'est possible, de rehausser le fond du lit du cours d'eau là où c'est possible, et donc, et notamment par rapport à ces zones humides, un des enjeux de la restauration des zones humides, c'est que de leur redonner un rôle d'éponge, parce que les zones humides, en fait, un de leurs intérêts, c'est de capter l'eau quand il y en a, donc un peu comme les éponges, de se gorger d'eau quand il y en a, et quand il commence à plus y avoir d'eau, en fait, elles larguent l'eau petit à petit dans les milieux. Donc, c'est vraiment un effet tampon, c'est un effet très intéressant par rapport à la gestion de l'eau. Tous ces travaux qui sont conduits par les syndicats de rivières, ce sont des travaux qui vont permettre de limiter l'effet drainage des cours d'eau. On redonne aux cours d'eau ce qu'on appelle leur fonctionnalité pour éviter qu'ils drainent, en fait, qu'ils évacuent l'eau, à la fois l'eau du cours d'eau, mais aussi l'eau de la nappe, l'eau des parcelles adjacentes. Donc, on augmente leur sinuosité, ça permet de ralentir les écoulements. On l'a vu tout à l'heure, un cours d'eau qui fait 30 km, l'eau passera moins vite qu'un cours d'eau qui en fait 20. Donc voilà, donc tout ça, un des objectifs, c'est vraiment de ralentir l'évacuation de l'eau, de retenir l'eau sur les territoires, et aussi d'augmenter l'infiltration de l'eau dans les nappes, et donc le stockage naturel de l'eau dans les nappes. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant, important, au regard notamment du changement climatique, où le stockage de l'eau dans les nappes, c'est quelque chose de fondamental aussi par rapport à la température de l'eau, par rapport, voilà, à beaucoup de choses, beaucoup d'impacts qu'il peut y avoir en lien avec le changement climatique. Un autre point important, par rapport à ce travail des syndicats de rivières, ils s'inscrivent dans un cycle vertueux à l'échelle des territoires, parce que quand on parle, par exemple, de recréer des zones humides, et ben, pour entretenir ces zones humides, on peut, par exemple, mettre en place de l'élevage, par exemple, de la bovin viande, créer une filière viande locale avec des filières de qualité qui permettent d'alimenter la restauration collective du territoire. Et en même temps, ces élevages ils permettent d'entretenir les zones humides. Voilà. L'idée un peu générale, c'est que on réussisse à mettre en place sur certains territoires des cercles vertueux comme ça et intégrés qui permettent à la fois de répondre à des problématiques très, très précises de gestion des milieux aquatiques et de gestion de l'eau, mais aussi avec des aspects économiques et de vie, de cadre de vie par rapport donc à un territoire donné sur une politique, et donc ce qu'on appelle d'une manière un peu générale la mise en place d'un mix de solutions sur un territoire. Le dernier point, c'est tout à l'heure on parlait de l'imperméabilisation. Donc en gros, quand on est en ville, comment est-ce que ça se passe? Ce dont on parle beaucoup maintenant, les collectivités locales s'emparent de ce sujet-là, c'est ce qu'on appelle la gestion intégrée des eaux pluviales, donc la GIEP, donc, dont la désimperméabilisation fait partie.
L'idée, c'est de gérer l'eau pluviale là où elle tombe. En gros, c'est ça le principe. Quand l'eau de pluie tombe à un endroit, on la gère à cet endroit-là et on ne la fait pas transiter par des tuyaux pour aller à un endroit X ou à un endroit Y. Euh, cette cette gestion des eaux pluviales, c'est important et ça permet là encore de réduire le ruissellement de l'eau et d'améliorer l'infiltration de l'eau. Donc là, on a encore ces notions d'amélioration de la qualité aussi de l'eau, de l'auto-épuration. Quand l'eau elle passe par le sol, il y a une phase d'auto-épuration qui est importante. Ça permet de limiter les inondations, ça permet de limiter les débordements des réseaux d'eau usée dont on parlait tout à l'heure. Et également, ça peut améliorer, ramener la biodiversité en ville. Ça permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur. C'est des choses dont on entend beaucoup parler de plus en plus en ce moment. Et on a le cas sur une commune sur le bassin de la Boutonne où la mise en place de ce type d'aménagement, donc des imperméabilisations et gestion intégrée des eaux pluviales, ce type d'aménagement a permis de renaturer un quartier complet d'une commune. Et en fait, ça a permis de faire baisser un peu la tension ou la défiance qu'il y avait entre les habitants de ce quartier-là et les élus. Et les habitants ont vraiment senti un plus et que leur cadre de vie s'était amélioré avec une vision, des pratiques, une attention particulière des élus sur ce quartier-là. Et ça a été vraiment quelque chose de très très intéressant au-delà de la simple, entre guillemets, gestion de l'eau pluviale à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, donc l'idée, là encore, d'avoir des choses un peu intégrées avec une vision globale de la gestion de l'eau. Donc, si on fait une synthèse un petit peu de tout ça, on a des cours d'eau qui sont reméandrés, on a des zones humides qui fonctionnent, on a des sols qui sont couverts toute l'année. On peut mettre en place de l'élevage pour valoriser les prairies, ça nous permet d'avoir une rentabilité économique aussi de ces territoires-là. On ramène la nature en ville. Voilà, toutes ces actions-là, en fait, c'est ce qu'on appelle, d'une manière générale, les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire que on utilise les pouvoirs de la nature pour restaurer les équilibres du territoire et les fonctionnalités, fonctionnement du territoire, et en particulier par rapport au cycle de l'eau. Les mots-clés par rapport à tout ça, c'est retenir l'eau sur les territoires, limiter le ruissellement et augmenter l'infiltration. Et en faisant tout ça, en fait, ça nous permet de garder l'eau sur nos territoires. Il faut bien avoir en tête que, ici comme ailleurs, il n'existe pas de solution miracle, de solution universelle, unique, voilà, qui fonctionne pour tout. On est face à la complexité du changement climatique, donc il y a une multitude d'actions à mettre en place qui doivent être adaptées à chacun des contextes. On ne peut pas avoir une action qui sera répliquée partout. À chaque fois, en fonction des territoires, il y a des choses qui doivent être adaptées et qui doivent s'intégrer à la trajectoire d'adaptation du territoire au changement climatique. Et là encore, c'est propre à chaque territoire. Pour finir, deux exemples un petit peu concrets de programmes d'action. Je voulais citer le Charente 2050, qui est une démarche prospective qui a été conduite par l'EPTB, donc l'établissement public territorial du bassin de la Charente, qui a permis de mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour imaginer en gros quelles seraient les actions à mettre en place aujourd'hui pour permettre d'adapter le territoire au climat de demain. Donc ça, c'est voilà, des approches qui sont absolument fondamentales et qui permettent à la fois de sensibiliser les acteurs au sujet et de commencer à chercher et à trouver des solutions ensemble pour adapter le territoire et les usages aux nouvelles réalités de demain. Et le deuxième programme que je voulais citer, c'était le démonstrateur de la Charente. Ce démonstrateur, il a été mis en place par le comité de bassin à Dour-Garonne, sur le bassin donc de la Charente, comme son nom l'indique. C'est un laboratoire d'idées et de projets. L'idée, c'est de tester des choses sur ce territoire-là et d'en identifier à la fois les atouts et les faiblesses, de bien identifier l'ensemble des freins qu'on rencontre et qui ne nous permettent pas de déployer à large échelle les bonnes idées, les bonnes pratiques, et de travailler, dans le cadre de ce démonstrateur, de travailler sur ces freins pour justement essayer de les lever, de trouver des pistes pour lever ces freins et pour pouvoir déployer les actions à large échelle. Et dans les freins, il y en a 3 qui ont été identifiés. Il y a le frein lié au foncier, donc tous ces travaux-là, il y a besoin de foncier pour faire ces aménagements-là. Donc comment est-ce qu'on réussit à travailler le foncier d'une manière large? Un frein qui est évident, c'est les moyens financiers. Comment est-ce qu'on réussit à mobiliser les moyens financiers suffisants pour réussir à faire l'ensemble de ces actions-là, notamment en lien avec la profession agricole? Comment est-ce qu'on réussit à mobiliser la profession agricole sur ces sujets-là aussi d'un point de vue économique?
Et le dernier point, c'est la gouvernance. Comment est-ce qu'on réussit sur des projets qui sont structurants à mettre en place une gouvernance publique qui nous permette de résoudre et de déployer massivement l'ensemble de ces actions-là sur un territoire. Et comme promis, la petite dernière diapo qui reprend quelques références sur lesquelles je me suis basée pour faire la présentation. Bon, il y en a bien d'autres, mais voilà, pour quelques éléments. Voilà. Manuela, merci. C'est absolument passionnant ce que tu nous as présenté. Moi, j'ai beaucoup aimé la première diapo qui fait l'historique de ce qui s'est passé dans le Grand Sud-Ouest, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était surtout sur le bassin de la Boutonne, donc vraiment très ciblé sur un territoire. Et c'est vrai que de relire l'histoire, notre histoire rurale récente, ça explique beaucoup de situations actuelles et ça, comment dire, c'est un moteur important pour choisir les bonnes actions. Voilà, donc dans les impacts, tu as bien parlé de remembrement et ces îlots de culture qu'on a essayé de créer autour des exploitations, quitte à les fragilités, en regroupant la totalité des parcelles au même endroit autour d'une ferme. Et bah, il suffit qu'un orage passe dessus ou un coup de gel, alors qu'autrefois on pouvait avoir des parcellaires plus dispersés et moins, plus robustes finalement, pas forcément plus productifs, mais plus robustes. Euh, voilà, on a plein de questions hyper intéressantes, mais d'abord, juste, il y a une question très concrète. Tu as cité une commune sur la Boutonne où la JEP a été mise en place, et j'ai deux participants qui disent quelle commune, voilà. Alors, la commune, c'est la commune de Saint-Julien-de-l'Escape. C'est un petit projet sur un petit quartier. C'était de la désimperméabilisation, mais c'était sur un quartier où les relations étaient relativement tendues, et donc ça a permis vraiment de détendre Tu peux donner enfin, la d'améliorer le parole. cadre de vie, en fait. Alors, c'est pas forcément un projet qui est très ambitieux d'un point de vue JEP, mais par contre, ça a été un projet qui a permis de ramener un cadre de vie qui était intéressant, et qui a permis vraiment de renouer le dialogue euh, au sein même de la population, entre la population et les élus. Et voilà, donc un exemple intéressant. Voilà, donc j'ai une question de Benoît Fribourg-Blanc et je pense qu'il a une idée derrière la tête, donc on lui donne la parole, Benoît. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais je pense que voilà, vous dites dans le domaine de l'eau, les SFN spécifiques sont mesures éponges ou en application de la directive cadre sur l'eau, les mesures naturelles de rétention d'eau. Est-ce que, je ne sais même pas si c'est une question que vous posez, mais vous avez l'air d'avoir une idée derrière la tête. Est-ce que vous pouvez vous approfondir peut-être? Benoît C'est pas Fribourg-Blanc? exactement. Oui, bonjour. Benoît Fribourg, Bonjour. l'Office international de l'eau. C'est pas exactement. Non, c'était effectivement pas une question. On a travaillé avec différents partenaires, une dizaine de partenaires, dont quelques Français, il y a une dizaine d'années, sur un projet pour le compte de la DG Environnement, qui est l'équivalent du ministère de l'Environnement, mais pour l'Europe, et où on a développé une plateforme sur les mesures naturelles de rétention Ah d'eau oui, qui en fait était Béatrice. issu du constat que les États membres n'utilisaient pas tellement les SFN dans leur programme de mesure en application de la DCE jusque-là, parce que à la fois ils ne connaissaient pas, et puis à la fois il y avait tout un tas de problématiques de langage. Et donc on avait essayé de Ouais, c'est développer ça. tout un langage commun en identifiant une cinquantaine de mesures qui pouvaient s'appliquer dans le domaine de l'eau. Alors c'est des SFN du domaine de l'eau, donc à l'époque on avait appelé ça mesure naturelle de rétention d'eau, et aujourd'hui on travaille depuis 5-6 ans sur plusieurs projets européens de recherche où on préfère maintenant utiliser mesure éponge parce que c'est plus clair pour tout le monde, pour le commun. Mesure naturelle de rétention d'eau, c'est un peu jargonnant, hein, ça fait un peu Ouais, jargon ouais, européen, et c'est un effectivement. peu difficile à transférer les messages. Et donc, on Ouais. continue à travailler sur ces questions. En fait, l'idée que j'avais derrière la tête, c'était surtout de dire que c'est vrai que parfois le concept SFN donne l'impression qu'on est un peu qu'on fait du greenwashing parce que tout le monde appréhende pas très bien de quoi il s'agit. Il y a en plus plein d'appellations différentes qui existent. On a SFN, mais en France, il y a un projet Life Artisan qui a parlé de SAFN.
Ailleurs en Europe, on parle de Sustainable Urban Drainage, bref, il y a plein de concepts. Et en fait, tous ces concepts, ils sont nécessaires pour les différentes communautés. Et donc, dans le domaine de l'eau, il y a 2-3 concepts majeurs, mais ils ne sont pas antinomiques de la SFN. Tout ça, ça s'englobe un peu dans la SFN. Juste la problématique de la SFN, c'est qu'en général, elle est plutôt à large échelle parce qu'elle combine effets pour les humains et effets pour l'écosystème. Et en fait, il faut avoir à la fois cette appréhension à large échelle et l'appréhension très locale pour pouvoir avoir des mesures de gestion. Voilà, Ouais, merci. simplement. Merci Benoît. On avait bien identifié hein, cette publication sur les MNRE. On en a fait une notice que Anthony vient de mettre, dont Anthony vient de mettre le lien dans le fil de discussion. Comme ça, vous pourrez vous y référer, les participants, pour aller jeter un œil. C'est extrêmement riche, effectivement. Euh, Tout de suite, le rapport sur le démonstrateur Charente. Laure Isnard, hein, en Occitanie, est intéressée. Où est-ce qu'on en est de ce démonstrateur? Alors, ce démonstrateur, donc il y a des grands principes qui ont été posés. Il y a eu on va dire un lancement un peu officiel de ce démonstrateur qui a été fait tout début avril. Faut avoir en tête que ce démonstrateur, en fait, c'est un outil de portage politique aussi d'une vision partagée à l'échelle du bassin de la Charente entre les différents départements, notamment les 2 départements majeurs, enfin principaux du bassin que sont la Charente et la Charente-Maritime. Et donc il y a une plaquette de synthèse qui est disponible, qui doit être sur notre site internet, je pense le site internet de l'agence de l'eau, mais je pourrais retrouver le lien pour la diffuser. Et donc en fait le principe de ce démonstrateur-là, c'est bien de travailler, en fait d'avoir 2 facettes. Il y a une facette un peu défi, donc ce dont je parlais tout à l'heure, donc on a identifié quels étaient les défis à relever pour pouvoir déployer à large échelle les actions vraiment à mettre en place sur le territoire pour reconquérir à la fois la qualité et la quantité de l'eau. Et il y a une facette d'identification de l'ensemble, enfin pas de l'ensemble, mais de beaucoup de projets qui sont particulièrement intéressants et qu'on envisage de valoriser justement dans le cadre de ce démonstrateur-là pour à la fois valoriser en local pour le bassin de la Charente, mais aussi plus largement à l'échelle du bassin Adour-Garonne, voilà, pour prendre des exemples à la fois de choses qui fonctionnent, pourquoi pas de choses qui ne fonctionnent pas en identifiant pourquoi ça n'a pas fonctionné, et voilà, les clés un peu de réussite. Et donc voilà, il y a un peu ces deux volets-là dans le démonstrateur, avec un portage politique fort, donc des deux départements, Charente-Maritime, et de Alain Rousset en tant que président du comité de bassin, voilà, pour déployer ce démonstrateur. Et donc oui, la plaquette de synthèse, je pourrais vous retrouver le lien, je pense qu'elle doit être sur le site de l'agence. Euh, alors, Audrey Larousse de la Dordogne-Lautoise nous signale au passage que le drainage, parmi les différents impacts du drainage, ça a aussi eu pour effet d'accélérer le transfert de matériaux fins. Hein, les eaux de drainage sont toujours des eaux un peu chargées, effectivement. Bernard Legube nous a posé, comme d'habitude, des questions assez pointues sur lesquelles on va revenir juste après. On a monsieur ou madame Tabni qui nous pose la question, est-ce que la GEMAPI permet la création de zones humides au-delà du lit majeur d'un cours d'eau? Et dans ce cas, par quelle procédure? Donc, je vais te laisser répondre parce que tu es vraiment, enfin, tu connais bien ce sujet, surtout puisque toi, tu as fait de la GEMAPI aussi. Simplement, j'alerte sur l'idée que on ne construit pas des zones humides. C'est la nature qui les construit. Hein. Moi, je peux faire un trou dans mon jardin et mettre 3 joncs. Ça a un aspect de zone humide, mais peut-être que dans 20 ans, c'en sera vraiment une, avec un fonctionnement. Voilà, on ne crée pas un écosystème aussi facilement que ça. Oui, oui, Manuela. je suis complètement d'accord avec toi. Les zones humides, donc on parle plus en général de restauration, soit de préservation, qui est quand même la première étape, de préserver les zones humides qui restent, parce qu'il y a eu beaucoup de zones humides qui ont été dégradées ou qui ont disparu. Donc la première étape, c'est effectivement de préserver les zones humides ou de les restaurer. Effectivement, une zone humide, alors il y en a qui ont complètement disparu. La plupart des zones humides sont en effet dans les lits majeurs des cours d'eau. Il peut y avoir des zones humides qui soient sur d'autres secteurs. Après,
En fait, l'idée, c'est bien de croiser les enjeux du territoire, les possibilités d'intervention des syndicats GEMAPiens voilà, de faire aussi en fonction des possibilités. Les syndicats GEMAPiens, selon les secteurs, travaillent beaucoup aussi à l'opportunité parce que c'est compliqué de restaurer des zones humides. Et en fait, quand on réussit à avoir l'opportunité de travailler sur une zone humide, voilà, ça peut aussi être le déclencheur. Donc, en fait, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de lieu particulièrement où on peut faire ou pas faire. C'est vraiment là où il y a des zones humides qui sont à restaurer, on peut y aller. Les syndicats GEMAPiens ont toute légitimité à aller. Les syndicats. Alors là, pour le coup, ça dépend au niveau de la compétence, parce que c'était peut-être ça aussi la question. Au niveau de la compétence des syndicats, c'est très variable en fonction des syndicats. Il y a des syndicats qui ont la compétence à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent travailler à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et il y a d'autres syndicats qui ont la compétence uniquement sur le lit mineur, voire le lit majeur des cours d'eau. Et donc là, ça dépend vraiment des statuts des syndicats. Sur le bassin de la Charente, les syndicats GEMAPiens ont compétence quasiment tous sur les bassins versants, donc ils peuvent travailler voilà, même en dehors du lit majeur. Voilà. Ça dépend vraiment des statuts des statuts des collectivités en charge du sujet. Ouais, donc ce que je retiens, c'est effectivement, il y a une question de compétence territoriale et puis d'opportunité. Et puis peut-être il faut aussi parler des partenariats parce qu'on a des conservatoires, par exemple, qui sont des experts de ces sujets-là et qui ont comment dire, un background important et l'habitude de travailler là-dessus. Et puis bien sûr, s'il s'agit d'intervenir sur des terrains privés, la procédure administrative, c'est la déclaration d'intérêt général pour injecter des fonds publics sur un terrain privé. Voilà. Après ça, peut-être il y a une question d'ampleur du projet qui peut nécessiter de se référer à un dossier loi sur l'eau sous un régime de déclaration ou d'autorisation. Voilà pour Monsieur Tabny. Euh, alors Bernard Legube, notre président du conseil scientifique du comité de bassin d'Our-Garonne. Trois questions un peu pointues. Euh, alors le transfert vers la Charente, on en parlera à la fin parce que ça ouvre un peu le débat. Est-ce que le projet Bagage a également étudié les effets du repeuplement des sols agricoles sur la qualité des eaux? Donc repeuplement, c'est-à-dire réactiver la vie biologique. Est-ce que ça a un impact sur la qualité des eaux? Juste une petite remarque, comment il s'appelle, Lionel Aleto, il diffuse souvent une vidéo assez intéressante de deux fosses, une dans un sol remis en vie et un autre qui n'a pas encore été. Et on voit bien les circulations d'eau. Et à ce sujet, il évoque souvent effectivement la vie des vers de terre, et donc les petits tunnels créés par les vers qui sont des lieux de circulation privilégiée de l'eau, mais la vie du sol, c'est bien plus que les vers de terre. Fin de ma remarque. Manuela, tu as des infos là-dessus? Alors, j'ai pas d'infos précises par rapport à ça. Ce que je sais, c'est que donc les conclusions de Bagage en fait ont permis d'identifier en fait des facteurs positifs sur la mobilisation de l'eau dans les sols pour notamment une meilleure, enfin une facilitation de l'usage par les plantes, donc notamment dans la réserve utile des sols avec une augmentation de la réserve utile des sols. Là où on met en place de l'agriculture de conservation, de la couverture des sols et des choses comme ça. Par contre, on n'a pas réussi, enfin le projet n'a pas réussi à aller jusqu'à quantifier les gains possibles en termes de ressources en eau grâce à ces pratiques-là, et notamment aussi à plus large échelle. Et d'ailleurs, je rebondis sur une des remarques de tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette histoire de plus large échelle qui est vraiment un sujet. Et quand on parle de tous ces sujets-là, il y a la question de la gestion opérationnelle sur les territoires, mais il y a la question aussi de la recherche et de quels impacts ces solutions-là ont réellement et comment est-ce qu'on peut quantifier ces solutions. Et donc là, il y a un gros travail du monde de la recherche à poursuivre là-dessus parce que pour l'instant, on a peu, pour ne pas dire pas, d'éléments par rapport à tout ce qui est quantification de ces actions sur le gain en eau qu'on peut avoir. Voilà. Et donc, pour revenir sur le projet Bagage, il y a une suite du projet Bagage qui vient d'être lancé, qui s'appelle le projet Baguera, et où justement, là, l'idée, c'est d'essayer d'aller encore plus loin dans ces investigations-là. Quels sont les impacts un peu plus quantifiés sur de la couverture des sols, notamment sur les questions de quantification enfin, voilà, d'effets positifs quantifiables qu'on pourrait en attendre.
Merci. Alors, petite remarque complémentaire. Effectivement, la vie du sol favorise la structuration physique du sol. Et la structuration physique du sol n'est pas sans impact elle-même sur la circulation et sur le stockage d'eau. Hein, donc, on sait que c'est bien, mais on ne sait pas combien. Voilà, c'est la réponse, Bernard, elle est là. Et la vraie réponse, c'est dans 5 ans, quand on commencera à tirer les enseignements du projet Baguera à l'échelle du bassin d'Or-Garonne. Alors, Bernard, tu nous poses aussi une question qui est un peu centrale pour, je pense, tous les participants. Est-ce qu'il est possible de chiffrer, en termes de disponibilité des ressources en eau, les effets de ces différentes SFN sur le déficit en eau à l'horizon 2050 sur un bassin comme celui de la Boutonne, par exemple? Voilà. Est-ce que on chiffre à la fois ce qu'elles permettent d'éviter comme pénurie, et puis ce que individuellement chacune peut apporter ou pas? Alors, c'est clairement la question centrale à laquelle aujourd'hui on n'a pas de réponse et pour laquelle on s'attelle à essayer de trouver des réponses. Parce qu'effectivement, c'est fondamental de savoir, et c'est là aussi où je disais tout à l'heure, le monde de la recherche a un gros travail devant elle par rapport à tous ces sujets de quantification. Aujourd'hui, on sait, c'est ce que tu viens de dire Benoît, on sait globalement quels sont les impacts positifs en termes de principe. Par contre, en termes de quantification et d'impact chiffré, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a le Forum des marées atlantiques, qui travaille aussi à l'échelle du bassin Indre-Garonne sur la quantification, en gros, combien une zone humide permettrait enfin, quel volume d'eau une zone humide permettrait de maintenir ou de restaurer ou de garder. Voilà. Et donc ça, c'est un travail qui est énorme. Et les premières conclusions sont de dire, il n'y a pas de généralisation possible. Chaque zone humide étant extrêmement particulière, Si, si. on ne peut pas avoir de généralisation en fait en disant bah voilà, tant d'hectares de zone humide nous donne tant de volume à la clé. Donc il y a un travail très très important qui est conduit aussi par le Forum des marées atlantiques pour justement essayer d'avancer sur ce sujet de la quantification, qui est un sujet essentiel et majeur. Mais on en est aujourd'hui un peu au début. On essaie d'identifier des grandes enveloppes par grande famille, mais voilà, on en est clairement au balbutiement. Ouais, donc deux petits compléments. Il y a un projet Embracer auquel participe, un projet européen Embracer auquel participe la région Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 2 sites qui ont été sélectionnés, dont un sur le Marais Poitevin, où justement on va étudier la réponse des nappes à des modifications morphologiques des cours d'eau. Donc, en fait, tout le monde a constaté qu'on manque d'infos sur le sujet des SFN et sur leur efficacité, entre guillemets. Donc tout le monde commence à s'y intéresser. Nous, à la plateforme, on a mis le nez dans ce qui s'est passé sur le bassin de la Vesdre en Belgique suite à des inondations. Ils ont fait appel à Jean Blou Agrobiotech, donc l'Université de Liège, pour faire une modélisation de la mise en place de solutions fondées sur la nature à grande échelle, c'est-à-dire sur des parties significatives d'un bassin versant ou d'un sous-bassin versant, pour évaluer, donc c'est pas une mesure, c'est une évaluation. Voilà, donc ils ont quelques résultats préalables et maintenant ils sont dans une phase où ils vont commencer à mettre ça en œuvre. Donc ils commencent les consultations locales pour trouver des volontaires. Voilà, donc là, on est en train de réaliser, de rédiger une fiche de retour d'expérience sur cette modélisation qu'on va diffuser dans un dossier sur la question du ralentissement de l'eau que nous allons publier. Et là, information importante, à l'occasion de la journée organisée par l'Agence de l'eau le 3 octobre à Bordeaux, au Conseil régional, sur la question ralentir l'eau, un enjeu commun pour l'adaptation des territoires. Voilà, donc on va diffuser, on est en train de collecter de nombreuses informations. Et je pense que certains d'entre vous se souviennent que la dernière rencontre portait sur le projet SpongeWorks, sur la vallée de la Lèze et sur comment le SMIVAL, donc le syndicat de la vallée de la Lèze, peut mettre en place les mesures qui transforment cette vallée en une éponge qui permet une meilleure gestion, un meilleur ralentissement de la ressource en eau. Euh,
Un autre exemple par rapport à cette quantification, il y a effectivement, en fait, il y a plusieurs projets enfin, il y a de nombreux partenaires qui commencent à travailler un peu sur ces sujets-là et aussi au niveau des gestionnaires. Et j'ai en tête un programme, donc au niveau de l'agence de l'eau et du comité de bassin, il y a un groupe SFN qui a été constitué justement pour travailler aussi sur ces questions-là, donc à l'échelle du bassin Adour-Garonne, et en travaillant notamment sur des sites pilotes. Et il y a notamment un site pilote qui est sur le département de la Charente, qui est sur le bassin de la Bonnieure, sur lequel il y a eu des travaux de rechargement du cours d'eau. C'est-à-dire qu'en gros, on a remonté le lit du cours d'eau et en même temps, il y a des piézomètres qui ont été mis un peu partout autour des travaux pour voir justement l'effet sur la nappe directement liée au cours d'eau. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce à la rehausse du lit du cours d'eau, on avait effectivement une rehausse du niveau de la nappe. Donc ça veut dire que voilà, on avait un effet positif sur le niveau de la nappe. Donc, et donc là, maintenant, l'idée, c'est d'aller encore plus loin sur euh, comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats-là et est-ce qu'on peut les extrapoler, voilà. Donc voilà, un des enjeux aussi par rapport à ces travaux, c'est de bien les instrumenter pour pouvoir suivre, quantifier les impacts positifs aussi site par site et travaux par travaux, quoi. Alors, merci Manuela de parler de la Bonnieure parce qu'on est en train aussi de réaliser une fiche de retour d'expérience là-dessus qui est extrêmement intéressante. Effectivement, ils ont observé globalement une remontée de nappe de 1 mètre sur une trentaine d'hectares. Voilà, avec des travaux comment dire, assez fins, hein, vraiment ciblés par rapport au fonctionnement actuel du bassin versant. C'est un travail remarquable. Euh, oui, les infos sur la journée du 3 octobre seront diffusées avant l'été. Voilà, avant les vacances, normalement. Je n'ai pas de date précise, c'est l'agence de l'eau qui pilote cette annonce. Euh, nous sommes partenaires, hein, de l'organisation de cette journée. Donc, aux alentours du 15 juillet, vous aurez certainement plus d'infos, mais en tout cas, avant la fin du mois, c'est certain, parce que la date se rapproche. Donc, voilà. Euh, je n'oublie pas la question de Antoine Mazin qui est. Ben, on va y aller tout de suite. Alors, il y en a deux d'ailleurs. Monsieur Mazin et quelqu'un d'autre, Elisabeth Gallien, vous signalez que ouais, suivre les effets avec de la piezo, c'est relativement facile, mais suivre des effets autrement, c'est pas si simple, et en particulier le suivi hydrologique, c'est pas évident. D'autant plus qu'il faut avoir des chroniques qu'on n'a pas toujours. Voilà, donc effectivement, hein, on est souvent un peu pris de court. En fait, les gens qui commencent à instrumenter leur bassin versant pour voir l'efficacité de ce qu'ils font, bah, ils sont pris de court parce qu'ils n'ont pas forcément les chroniques de débit ou les chroniques piezo nécessaires pour faire un comparatif avant-après. Mais l'agence de l'eau, si j'ai bien compris, a commencé à dire maintenant, quand on vous finance des travaux, instrumentez vos sites si vous pouvez le faire pour qu'on puisse évaluer l'effet et la contribution à l'adaptation au changement climatique des travaux que vous allez réaliser. Anthony, qui suit les débats avec beaucoup d'attention, vous diffuse au fur et à mesure les adresses des différentes informations. Voilà. Oui, Antoine Mazin, voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait une question ou une remarque hyper importante de Antoine Mazin. On parle d'adaptation, mais il est également important aussi de parler d'hydrologie régénérative, avec une reconquête de l'eau verte, qui sont les précipitations issues de l'évapotranspiration. En fait, l'eau verte, c'est l'eau qui est stockée dans le sol ou dans les végétaux. CF, les travaux de l'INRAE qui viennent d'être diffusés et qui ont beaucoup circulé. Alors, j'espère que vous êtes au courant. Nous, on va vous mettre le lien de cette publication de l'INRAE, hein, sur comment travailler sur le cycle de l'eau. Et puis, évidemment, Samuel Bonvoisin, Simon Ricard, Charlène Descolonges, hein, qui sont des grands promoteurs de l'hydrologie régénérative. Peut-être, Manuela, toi, tu vois des projets, comment dire, labellisés hydrologie régénérative, souvent à base de K-Line Design. Il y en a dans la Boutonne ou dans le bassin de la Charente? Alors, j'ai pas forcément la vision sur cette labellisation-là. Nous, on parle, enfin, ça rebondit sur un petit peu la toute première remarque.
on parle de solutions fondées sur la nature. Enfin voilà, il y a différents vocables pour identifier à peu près les mêmes types d'aménagements. Voilà, aujourd'hui, nous, au niveau de l'agence de l'eau, on n'a pas forcément le focus sur l'hydrologie régénérative avec ce vocable-là en particulier. Les solutions sont globalement les mêmes. Après, voilà, donc nous, on accompagne les projets, notamment les syndicats de rivière, dans le cadre de leur programme pluriannuel de gestion avec la restauration des cours d'eau, la restauration des zones humides. On travaille avec les collectivités sur la GIEP. Voilà, il y a pas enfin, on travaille pas sur des choses qui sont estampillées spécifiquement avec un vocable ou un autre particulièrement. Alors, j'ai aussi la remarque de Orlan Quero. Bonjour Orlan. Je suis enchanté de voir que vous participez à cette rencontre et de vous avoir cité parce que vous avez participé à ces travaux et vous signalez que c'est pas fini sur la Bonne Heure. Effectivement, il y a un deuxième vaste programme qui va être financé en particulier par l'Agence de l'eau et que vous utilisez le logiciel MART du BRGM pour modéliser ces liens nappe-rivière qui sont souvent une boîte noire, hein. L'objectif étant de quantifier et illustrer les effets de la recharge granulométrique du lit mineur de la Bonnieure, donc les travaux que vous avez réalisés, donc les effets sur la nappe d'accompagnement. Les premiers résultats de l'étude devraient arriver d'ici fin 2025, mais il sera indispensable de continuer à suivre l'évolution des nappes d'accompagnement sur le long terme, parce qu'effectivement, avec la variabilité hydrologique, il faut consolider les résultats. Je pense qu'on a passé toutes les questions sauf une. Il est 14h30. On va élargir le débat. Je ne sais pas si c'est un bon débat, mais en tout cas, on va poser brutalement la question de Bernard. Manuela, que penses-tu? Et c'est un peu dur de te la poser. Qu'est-ce que tu penses du transfert d'eau de la Dordogne vers la Charente? J'ai 30 secondes, c'est ça? Et où est-ce que ça en est? Alors, où est-ce que ça en est? Alors, donc, en gros, par rapport à ce projet-là, c'est un projet c'est une étude d'opportunité. On est très, très loin d'études de faisabilité. On n'est pas du tout dans la réalisation concrète d'un projet. On est vraiment dans la réflexion de dire, l'idée, c'était de dire, on est sur le bassin de la Charente, il y a des déficits qui sont connus aujourd'hui. Ces déficits vont être encore plus creusés en 2050. Quelle solution on a aujourd'hui sur le bassin de la Charente pour résoudre ces problématiques quantitatives? Et élargissons la focale. Et est-ce qu'on a des solutions donc, sur le bassin de la Charente? Et est-ce qu'on peut avoir des solutions ailleurs qui viendraient en dehors du bassin de la Charente? Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un certain nombre d'idées qui ont été émises, notamment dans le cadre de la démarche Charente 2050 dont on parlait tout à l'heure, avec des solutions dites de rupture. On a parlé de dessalement de l'eau de mer, qui peut être une solution. Est-ce que c'est la bonne ou pas? Bon, globalement, c'était plutôt pas forcément un sujet à mettre sur la table aujourd'hui. Et donc, dans ces solutions de rupture, il y avait cette solution de réalimenter la Charente depuis le bassin de la Dordogne, qui est donc un bassin qui est relativement proche au niveau géographique. Est-ce que ça peut être une solution ou pas pour le bassin de la Charente, compte tenu des déficits? Et donc, l'idée, c'était de dire, bah voilà, bah, commençons à réfléchir un peu, parce qu'en 2050, si jamais on arrive et qu'on est vraiment au pied du mur, il sera trop tard pour se poser des questions et pour élargir un peu le champ de vision, le champ de réflexion. Et donc, commençons à réfléchir aujourd'hui si potentiellement ça peut être une idée qu'il conviendra de creuser dans le futur, ou si dès aujourd'hui c'est une idée, on se rend compte, les premiers éléments nous montrent que c'est quelque chose qui n'est pas du tout faisable ou pas. Donc voilà le principe en fait de cette étude-là. L'idée c'était de dire aujourd'hui les acteurs du bassin de la Charente sont pleinement mobilisés pour essayer de trouver les solutions sur leur territoire pour résoudre les problématiques de déficit quantitatif du bassin de la Charente, mais ne nous fermons pas de porte et voyons un peu si on peut avoir d'autres solutions qui peuvent venir d'ailleurs. Donc il y a une étude qui est en cours. Les résultats seront connus d'ici l'été pour voir si oui ou non c'est une piste qui peut rester sur la table ou si c'est une piste pour laquelle il faut fermer la porte parce qu'il n'y a rien de... Enfin voilà, ça pourrait ne pas être faisable ou même l'opportunité ne serait pas du tout à envisager, quoi. Mais voilà, ça fait partie d'un certain nombre de solutions de rupture qui avaient été identifiées comme potentiellement à creuser pour un futur si jamais on est toujours avec des grosses problématiques qu'on n'a pas su répondre en 2050. Voilà. Merci de ta vision sur cette idée qui, à mon avis, appelle aussi beaucoup de réflexion en sciences humaines et sociales. Hein, parce qu'effectivement,
C'est des idées qu'on a beaucoup mises en œuvre de façon opérationnelle dans les années 70-80 avec les sociétés d'aménagement régional. D'ailleurs, ça perdure aujourd'hui avec les transferts, le transfert du Rhône éventuel. Mais les conditions d'aujourd'hui, socialement, ne sont pas les mêmes et climatiquement, effectivement, ne sont pas non plus les mêmes. Donc voilà, on wait and see. Manuela, je te remercie infiniment pour cette présentation, comme je vous dis, qui était vraiment intéressante. Et puis cette vision historique du bassin que tu connais bien est absolument passionnante. Merci à tous les participants. On a été jusqu'à 66 participants pendant la rencontre. C'est quand même pas mal. Nous, on est assez contents de pouvoir alimenter notre réseau d'experts et d'usagers avec ce type de présentation d'experts qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent leur milieu parce que ça peut vous donner des idées aux uns et aux autres pour massifier la mise en œuvre de ces mesures. Donc, merci à tous. On vous dit à la rentrée, on n'a pas encore d'intervenant parce que celui qu'on avait prévu voilà, nous a fait faux bond. Donc, vous aurez l'information, comme d'habitude, sur notre réseau. Merci à tous et bonne journée. Je mets fin à l'événement. Au revoir. Merci, au revoir.